Bonjour, c'est Chloé, bienvenue dans les actus du mois de mai. Ici, pas de faits divers et pas de communication politique, simplement les actualités françaises qui comptent pour vous. N'oubliez pas, je crée des chapitres pour chaque rubrique, alors sentez-vous libre de naviguer d'un sujet à l'autre. Et avant de commencer, je suis heureuse de vous annoncer le lancement de la newsletter mensuelle de Microcanap, l'essentiel citoyen. L'édition nationale sort le 3 juin avec un focus sur les détournements de fonds publics liés aux frais de mandat des parlementaires. Le lien pour s'abonner est en description. Et le 17 juin, retrouvez l'édition de la région Nouvelle-Aquitaine. Hey! Microcanap! Première rubrique, environnement. Si vous êtes conducteur ou conductrice, vous avez peut-être du mal à comprendre les histoires de ces fameuses vignettes Crit-Air. Je vous explique tout de suite. Alors les vignettes Crit-Air, elles sont utilisées pour circuler dans les zones à faible émission, ce qu'on appelle les ZFE. Ces zones, elles limitent l'accès aux véhicules les plus polluants dans certaines villes pour réduire la pollution de l'air et respecter les normes européennes. Selon Santé publique France, la pollution de l'air aux particules fines cause 40 000 décès chaque année. Et le 12 mai, le gouvernement a défendu ces ZFE, bien qu'elles soient critiquées. En effet, des collectifs comme les Gueux ou anti-ZFE dénoncent une injustice sociale, car seuls les véhicules récents, souvent plus chers, peuvent y circuler. Cela pénalise, selon eux, les classes moyennes et populaires qui ne peuvent pas se permettre de changer de voiture. Pour info, le gouvernement s'est réuni car les ZFE sont menacés. En mars, leur suppression a été votée en commission à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi pour, et je cite, simplifier la vie économique. Le texte est encore débattu au Parlement. Sachez toutefois que le Conseil d'État a salué l'efficacité du dispositif qui a permis de baisser la pollution dans les villes où il est appliqué. Concernant l'eau et la période estivale, la situation des nappes est incertaine. Les nappes sont des réserves d'eau souterraines qui se remplissent naturellement grâce aux pluies et qui nous fournissent en eau. Selon le BRGM, le service géologique national, la période de recharge est terminée et si le printemps est sec, certains territoires pourraient connaître des restrictions d'eau et des tensions agricoles. Deuxième rubrique, citoyenneté. Une initiative citoyenne européenne pour interdire les thérapies de conversion en Europe a franchi un cap symbolique ce mois-ci grâce à une forte mobilisation française. Les thérapies de conversion prétendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne en assimilant notamment l'homosexualité à une maladie. Au total, plus d'1 million de signatures ont été récoltées, dont 670 000 en France, obligeant la Commission européenne à rencontrer les créatrices de la pétition. Pour info, l'initiative citoyenne européenne a été instaurée par le traité de Lisbonne en 2009 et permet à tout citoyen et citoyenne européenne de proposer une législation si 1 million de signatures sont réunies dans au moins 7 pays. Sur 119 initiatives, 13 ont atteint ce seuil et 10 sont reçues une réponse officielle. Celle pour interdire les thérapies de conversion a été lancée en janvier 2024 par l'association européenne Acte LGBT. Du côté de l'engagement associatif, le bénévolat se stabilise en France, 34% en 2025 contre 37% en 2010. Ce qui change surtout, finalement, c'est le profil des bénévoles. Les 15-34 ans sont plus nombreux et nombreuses, alors que les 65 ans et plus s'engagent moins. Ce qui pose finalement problème, c'est que les plus jeunes s'investissent souvent ponctuellement, alors que les seniors s'engagent sur le long terme. C'est donc un enjeu important pour la pérennité des projets associatifs. Ces chiffres, pour information, ils sont tirés du baromètre du bénévolat publié par France Bénévolat et l'IFOP en mars 2025. Et côté initiative citoyenne française, 2 projets à relever. Le collectif Printemps des maires est lancé depuis le mois de mars pour redonner envie d'être maire, notamment dans les petites communes. Et une coalition d'associations et de syndicats a lancé le Printemps des services publics pour défendre et valoriser les services publics. Des débats et des événements et des manifestations ont lieu un peu partout en France jusqu'en juin. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez participer. Enfin, citoyenneté rime avec devoir de mémoire et le mois de mai est riche en dates commémoratives et citoyennes. Tout d'abord, ok, c'est pas au mois de mai, mais le droit de vote des femmes, le 29 avril 1945, la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 7, 8 et 9 mai 1945, la journée de l'Europe, le 9 mai 1950, et la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, le 10 mai. Troisième rubrique, droits citoyens et humains. Le 30 avril, une réforme a été adoptée pour mieux protéger les consommateuristes face aux pratiques commerciales abusives en élargissant la loi Hamon de 2014. Elle avait introduit l'action de groupe. L'action de groupe, c'est une procédure unique portée par plusieurs personnes contre une entreprise pour un préjudice commun. Désormais, davantage d'associations peuvent engager une action de groupe, même sans agrément spécifique, et le champ d'application couvre presque tous les domaines, à l'exception de la santé et du travail. Une amende civile dissuasive est aussi créée pour les entreprises fautives. En parlant des droits des consommateurs, 2 cabinets d'avocats lancent une action collective contre Apple, accusés d'enregistrer des utilisateurs de Siri à leur insu. Si vous avez utilisé un appareil Apple avec Siri au cours des 10 dernières années, vous pouvez rejoindre cette action avant fin juin sur le site Écoute
abusive.fr. Cette procédure, pour info, elle vient compléter une plainte déposée en février par la Ligue des droits de l'homme à la suite de révélations d'un lanceur d'alerte. Le 15 mai, le Sénat et le gouvernement, dominés par une alliance droite centriste, ont rejeté une réforme socialiste sur des contrôles d'identité qui visait à lutter contre les contrôles au faciès, notamment par l'introduction d'un récépissé et l'usage systématique de caméras piétons. Les syndicats de police y sont notamment opposés, craignant une surcharge de travail. Le 14 mai, la justice a condamné la caisse primaire d'assurance maladie, ce qu'on appelle la CPAM, donc du Bas-Rhin, à indemniser une personne trans pour avoir refusé de rembourser sa mastectomie, avec donc 3 000 € de dommages et intérêts, en plus du remboursement de l'opération. Depuis le début de l'année, plusieurs plaintes ont été déposées par des personnes transgenres contre des CPAM pour le refus de prendre en charge les soins liés à la transition, révélant des inégalités de traitement d'une CPAM à l'autre selon l'association inter-LGBT. Le 19 mai, une loi sur la justice des mineurs a été adoptée, portée par Gabriel Attal du parti de droite Renaissance. La loi prévoit notamment des sanctions plus sévères pour les jeunes récidivistes à partir de 16 ans et la création d'amendes pour les parents manquant les convocations aux audiences. La règle de l'excuse de minorité qui atténuait les sanctions pour les mineurs deviendra l'exception et non plus la règle. La gauche s'y est opposée, estimant qu'elle remet en cause la priorité de l'éducation sur la répression, un principe constitutionnel. Des députés de la France insoumise et communiste ont saisi le 20 mai le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer avant la promulgation de la loi. Une réforme qui visait à abaisser le seuil d'exonération de TVA pour les auto-entrepreneurs est suspendue jusqu'à l'automne. Elle sera débattue dans le projet de loi finance 2026 de l'État. En cas d'adoption, elle pourrait faire grimper certains tarifs car les auto-entrepreneurs chercheront à compenser la perte d'une partie de cette exonération. Quatrième rubrique, la gaieté lyrique. La salle culturelle parisienne dénonce ce qu'elle considère comme un abandon de la part de la ville de Paris, propriétaire du bâtiment. Pour rappel, le lieu a été occupé durant 100 jours par plus de 300 migrants, probablement mineurs. Cette occupation, elle a contraint la salle à fermer ses portes et à assumer des dépenses de sécurité supplémentaires. Au total, la gaieté lyrique a subi des pertes de 3 millions d'euros. Elle cherche aujourd'hui à rouvrir et à maintenir 80 emplois. Dans un communiqué, la gaieté lyrique accuse la mairie de Paris de volte-face. En effet, bien que la ville de Paris ait versé sa subvention annuelle en mai, des promesses de soutien auraient été évoquées en conseil municipal. Cependant, aucune compensation ne sera finalement versée. Pour tout comprendre sur les origines de cette situation, je vous renvoie à l'actu numéro 1 des actus de janvier et aux actus du mois de février à 21h57. Cette situation concernant la culture, l'associatif et l'immigration montre les conséquences des choix politiques et budgétaires du pays. Peu importe votre avis, vous pouvez agir en interpellant vos élus ou en signant des pétitions. N'oubliez pas, la mobilisation citoyenne passe aussi par l'action de voter. Cinquième rubrique, immigration. La politique d'immigration en France se durcit avec des critères plus stricts et une réduction du nombre de personnes accueillies, ce qui inquiète les défenseurs et les défenseuses des droits humains. Les droits des migrants, ils sont actés depuis 1950 par la Convention européenne des droits de l'homme. Et bien en ce moment, elle est remise en cause aussi bien en France qu'en Europe, où plusieurs pays, dont l'Italie, le Danemark et l'Autriche, ont demandé le 22 mai une révision de la Convention pour limiter l'influence de la Cour européenne sur les politiques migratoires. Soutenue par des gouvernements de droite, d'extrême droite et de la gauche nordique, cette tendance pourrait affaiblir les droits des migrants au profit d'un contrôle renforcé des frontières. Là aussi, cette tendance inquiète les défenseurs et défenseuses des droits humains. Et si vous voulez des chiffres concrets sur l'immigration en France, je vous invite à regarder mon émission qui s'appelle La réalité sur l'immigration. Je vous mets le lien en description. Alors, en France, tout d'abord, plusieurs propositions de loi des Républicains, le parti du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, sont débattues au Parlement. Pour rappel, le Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors ces mesures, par exemple, c'est retirer aux associations leur mission d'aide juridique dans les centres de rétention administrative au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sous tutelle du ministre de l'Intérieur. C'est aussi allonger la durée de rétention dans les centres de rétention administrative de 90 à 210 jours pour certains et certaines étrangères condamnées. Et enfin, c'est conditionner certaines aides sociales aux ressortissants étrangers en situation régulière à 2 années de titularité d'un titre de séjour contre 9 mois actuellement. Ces propositions, elles sont encore en débat et si elles passent, elles pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel, comme cela a déjà été le cas lors de l'examen de la loi immigration 2024. Cependant, certaines mesures comme le durcissement des critères de régularisation ont déjà été mises en place par le ministre de l'Intérieur au premier semestre 2025. La durée de présence sur le territoire passe de 5 à 7 ans. Ensuite, pour accéder à la nationalité française, il faut maintenant valider des épreuves de français. Et enfin, l'obligation de quitter le territoire français, cette fameuse OQTF, doit être systématique lors des refus de séjour. Des associations et des juristes dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux et un affaiblissement de l'état de droit. L'état de droit, c'est l'égalité des citoyens et la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, début avril, 10 associations dont Emmaüs et le Secours catholique ont saisi le Conseil d'État pour dénoncer le dysfonctionnement de la plateforme de titres de séjour
qui empêche, selon elle, les personnes étrangères de travailler ou d'accéder à leurs droits. Enfin, le 22 mai, la liste des métiers en tension par région a été mise à jour comme prévu dans la loi immigration de janvier 2024. Cette liste, elle permet aux travailleurs et travailleuses sans papier dans des secteurs en tension de demander une régularisation de leur situation. Cette régularisation, elle est possible après 3 ans de présence en France contre 5 ans auparavant et 12 mois d'activité dans un métier en tension. Cependant, elle reste soumise à l'appréciation des préfets, contrairement à ce qui était prévu dans la loi. Cette nouvelle liste, elle est critiquée par plusieurs syndicats des salariés, comme la CGT et la CFDT, qui la jugent déconnectée des réalités du terrain. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'était quant à lui opposé au titre de séjour automatique pour les métiers en tension lors du débat de la loi immigration 2024. 6e rubrique, santé. On commence cette rubrique avec un rapport parlementaire qui propose 25 mesures pour que la ménopause soit prise en charge avec un accompagnement social, médical et professionnel. La ménopause signifie l'arrêt du cycle menstruel des femmes et il est souvent accompagné de symptômes handicapants et peut même déclencher des maladies. L'objectif de ce rapport parlementaire, porté par la députée Renaissance Stéphanie Rist, est aussi de briser les tabous. Pour rappel, ce sont 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans qui sont concernées par la ménopause selon le ministère de la Santé. Aussi, la Direction générale de la santé, la DGS, appelle à la plus grande vigilance concernant des maladies virales transmises par les moustiques tigres. Ces maladies, ce sont la dengue, le chikungunya et le Zika. En fait, la Direction générale de la santé craint que l'épidémie de grande ampleur qui touche en ce moment la Réunion et les Antilles affecte également la France métropolitaine. À savoir que ces virus provoquent fièvre, douleurs musculaires ou articulaires, éruptions cutanées, maux de tête et peuvent même entraîner la mort pour la forme la plus grave. Si vous pensez être affecté, allez voir votre médecin et pour vous protéger des moustiques et des moustiques tigres, portez des vêtements longs, évitez les eaux stagnantes, munissez-vous d'un anti-moustique et installez des moustiquaires. Parallèlement, la Haute Autorité de Santé recommande un rattrapage vaccinal jusqu'à 26 ans pour les femmes et les hommes contre le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible. À savoir que l'infection, elle est responsable de 6400 nouveaux cas de cancer chaque année en France, selon la Haute Autorité de Santé. Et se vacciner, c'est se protéger et aussi protéger les autres. 7e rubrique, narcotrafic. Peut-être que vous fumez ou consommez de la drogue dure. Eh bien, sachez, sans vouloir vous culpabiliser, que vous participez sans le savoir au narcotrafic. Car le narcotrafic progresse en France, côté consommateuristes et aussi du côté des trafiquants et des trafiquantes. En 2023, 299 000 personnes ont été mises en cause pour une infraction liée aux stupéfiants. En 2024, ces infractions, elles ont augmenté, plus 10% pour la consommation et plus 6% pour le trafic, selon le ministère de l'Intérieur. Selon l'Observatoire des drogues, la demande, elle, de psychostimulants comme la cocaïne ou l'ecstasy n'a jamais été aussi forte. Le cannabis reste cependant la drogue illégale la plus consommée en France. Au-delà de la santé et de la justice, le narcotrafic a aussi des conséquences sur la sécurité. Violences, règlements de comptes, mort de personnes sans lien avec les trafiquants et les trafiquantes, ou encore des attaques envers des agents et agentes pénitentiaires et les prisons qui se multiplient. C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté fin avril une loi transpartisane, c'est-à-dire portée par des élus de différents partis politiques, et ici en l'occurrence les sénateurs Étienne Blanc, membre des Républicains à droite, et Jérôme Durin du Parti Socialiste à gauche. Cette loi, elle est censée sortir la France du piège du narcotrafic, et à l'Assemblée nationale, la France insoumise a voté contre, la majorité des écologistes et des communistes se sont abstenus, et les socialistes ont voté pour. Courant mai, une partie de la gauche a saisi le Conseil constitutionnel. Alors, que contient cette loi ? Eh bien, elle contient entre autres un régime carcéral spécifique pour les trafiquants et les trafiquantes les plus dangereuses, y compris en attente de jugement. Cela comprend par exemple un isolement renforcé où la communication avec l'extérieur est réduite au strict minimum. Il y a aussi un dossier coffre. Certaines informations des enquêtes ne seront pas accessibles aux avocats et avocates des trafiquants pendant un temps limité. Enfin, la visioconférence est généralisée pour certaines audiences afin de limiter les risques d'évasion. Alors, pourquoi cette loi fait débat ? Eh bien, des magistrats et magistrates et des avocats et avocates dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales, défense, vie privée, conditions de détention, atteinte au droit à un procès équitable. Et des associations, elles, dénoncent une approche uniquement répressive au détriment de la prévention. En parallèle, le ministre de la Justice Gérald Darmanin prévoit de transférer d'ici l'automne 200 des 700 plus gros narcotrafiquants dans 2 prisons de haute sécurité. L'une est dans le Pas-de-Calais et l'autre dans l'Orne. Une nouvelle prison de 500 places doit ouvrir d'ici 2028 en Guyane avec un quartier de haute sécurité, alors que cela ne figurait pas initialement dans le plan d'urgence des accords de Guyane de 2017. Enfin, d'autres établissements seront également réaménagés dans les prochaines années. Ces annonces, elles sont faites dans un contexte général marqué par une surpopulation carcérale record. 82 921 détenus pour 62 358 places au 1er avril 2025. Un rapport recommande, et je cite, une réduction de peine exceptionnelle pour désengorger les établissements. 8e rubrique, Nouvelle-Calédonie, où les désaccords sur l'indépendance persistent. En mai, des négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ont eu lieu entre indépendantistes et non-indépendantistes, avec le soutien du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. 2 scénarios ont été discutés, une souveraineté partagée avec la France
France ou un fédéralisme renforcé. Aucun accord n'a été trouvé. Voici une rapide explication pour mieux comprendre tout ce qui se passe. La Nouvelle-Calédonie, c'est une ancienne colonie française devenue collectivité du Pacifique Sud en 1946. Deux visions s'y opposent depuis plusieurs décennies. Les indépendantistes, majoritairement Kanak, le peuple autochtone, qui souhaitent l'indépendance, et les loyalistes, majoritairement caldoches, ce sont les descendants des colons européens qui, eux, veulent rester rattachés à la France. Des tensions dans les années 1980 ont conduit à une quasi-guerre civile, et pour apaiser les tensions, deux accords majeurs ont été signés, ceux de Matignon en 1988 et ceux de Nouméa en 1998. Ces accords, ils ont instauré un transfert progressif des compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie, un statut électoral spécifique avec un corps électoral gelé pour garantir la représentation des Kanaks et 3 référendums d'autodétermination pour décider de l'indépendance de l'archipel vis-à-vis de la France. Le non l'a remporté à chaque fois, sachant que le dernier, en 2021, a été boycotté par les indépendantistes. Alors, en 2024, le gouvernement a proposé de modifier le gel du corps électoral. Actuellement, seules les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie avant 1998 et leurs descendants peuvent voter aux élections locales. Et la réforme, elle aurait ouvert le corps électoral et ajouté 25 000 électeuristes, soit 14% de personnes en plus. Les indépendantistes ont vu cela comme une menace à leur représentation politique. C'est cette proposition de réforme qui a déclenché les émeutes en mai 2024. 14 morts selon le préfet et 2,2 milliards d'euros de dégâts. L'état d'urgence a été décrété avec couvre-feu, blocage de TikTok et renfort des forces de l'ordre. Pour info, cette réforme elle a été abandonnée en octobre 2024. Par contre, le conflit va au-delà de cette réforme électorale. Il y a plusieurs conflits finalement qui se superposent. Déjà un conflit politique autour de l'indépendance, ensuite un conflit économique, puis un conflit identitaire et post-colonial. Il y a un sentiment d'injustice sociale, des inégalités persistantes et un accès à l'emploi plus difficile pour les Kanaks. Selon la sociologue Evelyne Barthou, et je cite, les métropolitains sont souvent surreprésentés dans les fonctions d'autorité et incarnent malgré eux l'État colonial. Enfin, 2 décisions de justice récentes. Le Conseil d'État a jugé illégal le blocage de TikTok pendant les émeutes, estimant que des alternatives moins restrictives auraient dû être envisagées. Et le 17 avril, le tribunal administratif de Nouméa a suspendu l'interdiction de manifester en vigueur depuis 8 mois. À partir de ce mois-ci, retrouvez les actus de la région Nouvelle-Aquitaine au format newsletter et la première sort le mardi 17 juin. Allez vous abonner, je vous mets le lien en description. Merci d'avoir suivi les actus du mois de mai. Pour soutenir Microcanap, n'oubliez pas de vous abonner au newsletter et à toutes les plateformes de streaming. Tous les liens sont en description. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview sur un sujet de société. Microcanap!